Sud Radio Média. Bienvenue à vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 avec Gilles Gansman. Bonjour à vous, Gilles. Bonjour, comment allez-vous, mon cher Jean-Marie? Écoutez, moi je vais très bien. C'est en tout notre cas. première ensemble. C'est notre toute première ensemble. Allez, exactement. je croise les doigts, je fais un vœu. Écoutez, on va voir. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tu l'embrasses, ma Valérie? Effectivement, Ma Valérie complice Expert, depuis nous 6 on ans. l'embrasse très fort. Elle revient le plus vite possible sur Sud Radio, celle qui est avec nous et en plateforme. C'est notre invitée qu'on a le plaisir d'accueillir, Magali Cirillo. Bonjour à vous. Bonjour. Et soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes réalisatrice. Vous nous proposez ce soir sur Teva à 23h05 ce documentaire Messin sans soutien à la mode du no-bras. Adieu le soutien-gorge. Ça commence par un auto da fé. On va en parler avec vous dans quelques instants. Deux hommes pour interviewer une femme sur le soutien. On est confus. C'est un peu dommage. Hein. Ouais, mais c'est même complètement dommage. Mais l'absence de Valérie Expert est toujours dommage. De toute façon, Absolument. on va essayer non pas de la faire oublier, mais en tout cas de tenir la baraque, tout simplement pour le dire de manière triviale. Aujourd'hui, on vous pose une question. Gilles Alors, la Gansman. question du jour, alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a depuis 2-3 jours dans les journaux et dans les chaînes info, les détails de toute l'histoire de Lola. On commence à avoir vraiment des détails très sordides et on s'est posé la question, est-ce que les médias donnent-ils trop de détails sur l'affaire Lola? Alors à ma grande surprise, ça vote beaucoup sur le compte Twitter de Sud Radio, et à ma grande surprise, eh bien non, à 65%. Les gens ont envie d'avoir du sang, avoir des infos. Je suis assez surpris pour tout vous dire. Votre avis, vous, Gilles? Moi, mon avis, c'est qu'on donne beaucoup trop de détails et que je pense que c'est compliqué aussi pour la famille. Alors, c'est à ça qu'il faut penser. Tiens, entendons-nous bien d'ailleurs. Et oui, de quel détail parlons-nous? C'est notamment les détails des sévices qui auraient été, en tout cas, qui ont été reconnus au début par celle qui manifestement a tué Lola, et on essaie de se mettre à la place des parents, c'est-à-dire qu'ils peuvent lire dans la presse ce dont ils savent qui s'est passé, ce qu'ils savent qui s'est passé. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez, journaliste? Je trouve que c'est trop. Tiens, rapprochez-vous bien du micro à la radio. C'est beaucoup trop. Moi je trouve que c'est beaucoup trop, et pour les parents, pour la famille, et aussi ça crée aussi un climat un petit peu malsain. Oui, ce climat est malsain. Il faut dire aussi que ce drame est plus que malsain. Il n'y a pas d'autre mot. On vient d'en parler pendant presque une demi-heure d'ailleurs avec nos débatteurs sur Sud Radio. Et vous allez en parler tout de suite. Dans mon Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'instant zapping. Le meurtre de Lola est sur tous les médias et c'est un peu la surenchère. On en parlait dans les détails sordides. Alors BFM, elle, a retrouvé le petit ami de la principale suspecte. Et oui, et il a expliqué qu'elle n'avait plus toute sa tête. Ce jeune homme de 23 ans, que nous appellerons Mohamed, explique avoir eu une relation amoureuse de plusieurs mois avec Dabia B. Leur dernière rencontre remonterait à une dizaine de jours. Mohamed trouve la jeune fille changée. Elle parlait toute seule, elle parlait entre ses lèvres et moi je lui disais, t'as dit quoi? Rien, c'est entre moi et moi. Elle ne voulait pas me dire. Elle parlait toute seule. Elle m'a dit, dans mon rêve, je vois beaucoup ma mère. Elle me parle en charabia. Okay. Je comprends pas. Je vois ma mère, mais elle me parle, mais elle comprend pas ce qu'elle dit. Et il parle de sa mère qui est décédée, avec qui elle serait en conversation. Alors c'est aujourd'hui qu'on devrait connaître les résultats de l'expertise psychiatrique. Et cette petite musique de la non-responsabilité a beaucoup énervé notre Cyril Hanouna hier sur le plateau de Touche pas à mon poste. Pour moi, ce serait un drame absolu, vraiment, que les psychiatres disent elle est irresponsable. Parce que si elle est irresponsable, il va se passer quoi? Alors, en France, on ne juge pas les fous. Voilà, c'est ça. Donc, l'abolition du discernement veut dire qu'elle est soignée, elle est dans les mains des médecins, de la médecine. Vous vous rendez compte? Et peut-être que dans 4-5 ans, elle sera libérée. Est-ce que vous vous rendez compte, 4-5 ans, c'est-à-dire que les parents peuvent la recroiser dans 4-5 ans dans la rue, mais je vous jure, moi je vous dis, chaque jour ici, j'ai l'impression je deviens fou. Je fais cette émission, je ne sais pas ce qu'en pensent les spectateurs, tous les soirs, je deviens fou. Je me dis, on est dans un pays de malades. Voilà, je vous le dis, les fous, c'est nous. Et demain, on verra le résultat de cette expertise. Je pense que les débats vont continuer. Alors hier, c'était la journée de la grève nationale. Alors, Jean-Marie, on allait voir ce qu'on allait voir sur les chaînes info. Oui. Top dispositif dans les gares, des duplex depuis les stations à essence, les bandeaux spécial grève et tout. Seulement, ça a fait pchit, parce que il n'y a pas eu vraiment d'effet de la grève. Il n'y a pas eu grand-chose à dire. Ils étaient dans les gares et
et tout allait bien. Quotidien s'en est amusé. Ils partent à l'heure, les trains ce matin. J'ai fait ce hall de la gare du Nord de long en large et j'ai trouvé pour l'instant un seul train supprimé. Mais sinon, franchement, tout se passe bien. Écoutez Romain, ici l'ambiance est plutôt calme. Tous les trains affichés sont à l'heure. Pour le moment, c'est plutôt tranquille. Les Nantais arrivent. Je pense qu'ils se sont organisés. Pour l'instant, tout va bien. Si vous regardez le panneau des trains, les temps d'attente, ils sont plutôt normaux. Et même dans les stations-service, toujours très touchées par les grèves, c'est un flop aussi. Ça va pas si mal que ça. On cherchait une station où il y aurait un peu de monde. Et vous le voyez, en fait, derrière moi, on a compté, il y a 22 voitures. Avec Arnaud Poitiers, on a compté 22 voitures et il y a 4 pompes ouvertes. Ce qui fait que ça va assez vite. En gros, on ne commande que les trains qui arrivent en retard, c'est ça, Gilles ? Exactement. Donc ils étaient un peu déçus, ils avaient fait des duplex. Ça vous fait sourire ou pas, Magali, vous ? Oui. Bon, c'est les journalistes, en même temps, on est tous un petit peu comme ça, on s'attend à ce qu'il se passe un chaos indescriptible, et puis on arrive c'est finalement... rien passé, y compris même dans les écoles, on pensait qu'il y aurait Ça pose une question choses. d'ailleurs, est-ce qu'on en a trop parlé en amont de cette grève ou pas ? Peut-être, ouais. Ça aurait pu être la question du jour aujourd'hui. Ça aurait pu être la question du jour, est-ce que les médias en ont-ils fait par rapport à cette grève ? Une des répercussions visibles de cette grève, ça a été à France Télévisions, où les rédactions et le personnel étaient en grève. Résultat, pas de grand studio avec un beau décor pour Jamel Debbouze qui était en promo. Il était sur un tabouret, sur un fond vert, et évidemment, à son habitude, c'était dans le 12-13 de France 3. Le comédien a su détourner la situation à son avantage. Fin de ce 12-13, merci de l'avoir suivi. Merci Jamel Debbouze d'avoir été avec nous. C'est un journal qui a été réalisé dans des conditions particulières. De grève, on va dire. De grève. Parce que d'habitude, vous êtes au siège. Oui, d'habitude, on n'est pas ici, on n'est pas sur ce plateau. Les gens, ils savent pas que c'est le plateau de grève. Vous pouvez montrer aux gens le plateau de grève parce que... Remets le fond vert. Solidarité. Très bel après-midi, merci Jamel. Merci Émilie, c'était un plaisir. À demain. Franchement, c'était cool. Allez visionner la séquence sur les réseaux sociaux parce que c'est très drôle. Oui, parce que le plateau, il y a rien en fait. Il n'y a que de l'incruste. Alors voici un moment émouvant. Vous vous souvenez sûrement de la fameuse chanson du Déserteur de Boris Vian, écrite à l'époque en 1954 contre la guerre d'Indochine. Monsieur le Président, je vous écris une lettre que vous ne lirez peut-être pas. Peut-être, voilà. Je me le fais. C'est de l'impro, voilà, exactement. Et ben, elle a été traduite en langue russe par une Ukrainienne pour encourager aux Russes mobilisés de déserter. Ça donne ça. Товарищ президент, пишу я вам письмо, и если будет время, прочтете вы его. В повестке прочитал, что к следующей субботе обязан быть на фронте. Сегодня я узнал. Et d'ailleurs, les combats vont encore être extrêmement durs en Ukraine, puisque l'armée russe vient d'annoncer en tout cas qu'elle allait faire évacuer les civils de la ville de Kherson, c'est au sud, mais que les soldats allaient y rester, ce qui signifie qu'on peut s'attendre à des combats absolument épouvantables dans une des plus grandes villes du pays. Et donc c'était étonnant d'entendre cette version ukrainienne. Voilà, version pour les absolument magnifique. Vous regardez toujours la télé ou pas, Magali ? Très peu. Très peu, vous regardez plus la télé ? Comme ceux souvent qui travaillent à la télévision. C'est formidable, vous n'avez pas le temps, c'est quoi, tiens ? Je regarde beaucoup de séries. Vous regardez beaucoup de séries. Et beaucoup de documentaires. Sur les plateformes, beaucoup de documentaires aussi, ça c'est normal, c'est votre travail. Mais effectivement, ça vous dit quoi, tiens, quand vous entendez ce zapping de Gilles Gansman sur la télévision française en ce moment, sur notamment notre appétence pour l'actualité ? Ça vous donne pas envie de la regarder en tout cas, et vous préférez regarder les séries télé. Justement, tiens, on va vous proposer de regarder, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio, un documentaire. C'est dans un instant la mode du nos bras à Dieu, le soutien-gorge. Ah, c'est plus qu'une mode, c'est du militantisme. C'est pas la mode, c'est la tendance, c'est même le combat, et c'est de ça qu'on va parler. Pour la libération des femmes de... Exactement. Ce sera ce soir à 23h05 sur Téva, Messin, sans soutien. Et nous sommes avec sa réalisatrice dans un instant sur Sud Radio, tout de suite. Pourquoi portez-vous des soutiens-gorge, mesdames ? Qui vous oblige à en porter ? C'est aussi une des questions que s'est posée notre invité. Et y a-t-il une souffrance à porter un soutien-gorge ? Parce que moi j'ai parlé aux filles de la rédaction, Laura et Maya pour pas les citer, qui aujourd'hui n'ont pas de soutien-gorge dans la rédaction parce que... J'espère qu'elles vous ont autorisé à donner ce genre d'informations. Mais bien sûr. Et pour elles, c'est une vraie liberté, c'est quelque chose qui les oppresse. Ce que moi je n'imaginais pas en tant qu'homme, pour tout vous dire. Eh bien, nous sommes avec Gilles Gansman, qui n'imaginait pas, qui est avec nous jusqu'à 10h30. L'invité média, c'est Magali Cirillo, réalisatrice de ce documentaire. Messin sans soutien, 10 ans de combat pour ne plus le porter. C'est ce que vous essayez de raconter, notamment ce mouvement, parce que je parlais de mode, c'était un terme un petit peu trivial. Ce mouvement, pourquoi c'est politique de ne plus porter de soutien-gorge ? Tiens, est-ce que c'est politique et pourquoi c'est politique, Magali ? Évidemment que c'est politique.
parce que le corps féminin est politique. Et parce que ce que portent les femmes est évidemment politique et n'est pas une question juste personnelle. Ça englobe la société, ça englobe plein de choses. Ça veut dire que ce que vous portez, par exemple, ça a un impact aussi sur la femme que vous croisez dans la rue, celle à côté de qui vous êtes assise dans le métro, et donc vous avez une responsabilité par rapport à elle ? Alors une responsabilité, c'est peut-être un peu fort, mais oui, une influence, oui, parce qu'on est dans un monde de... Enfin, l'être humain est un être de représentation, il n'aime que ce qu'il a l'habitude de voir. Et forcément, si on voit tout le temps des femmes avec des soutiens-gorge, on pense que c'est normal de porter un soutien-gorge. Si on voit des femmes qui ne portent pas de soutien-gorge, on pense que c'est normal de ne pas en porter. Est-ce que c'est au départ, ce mouvement-là, c'est plus une rébellion contre des injonctions des hommes, ou c'est vraiment pour une histoire de confort où le soutien-gorge est quelque chose de compliqué pour les femmes ? Alors en fait, il y a deux choses. Aux États-Unis, le mouvement Free the Nipples, qui est un peu impulsé... Libérer le téton, voilà, les tétons d'ailleurs. Est un mouvement très militant et qui vise à supprimer ce tabou. Bien du supprimer ce tabou du téton féminin, puisqu'en fait il y a une grosse différence entre le téton masculin. Tiens, mais quelle est la différence ? Alors, à l'œil nu, il n'y en a pas. À l'œil nu, il n'y en a pas, mais dans l'inconscient collectif, le téton masculin peut se montrer sans problème, alors que le téton féminin est un vrai tabou. Une femme dont on voit les tétons à travers son t-shirt est tout de suite stigmatisée. C'est oulala, dis donc, celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait ? En gros, c'est le genre de choses que se fait dire une femme lorsque, par exemple, ses tétons pointent à travers son débardeur. Il y a eu l'affaire Anne-Claire Coudray dont vous parlez dans votre documentaire. Qui avait eu une tenue en cuir. Rappelez-nous l'affaire Anne-Claire Coudray qui avait une tenue en cuir et dont on voyait apparaître des tétons. Et elle a dû présenter ses excuses. Voilà. Donc une femme doit s'excuser de montrer ses tétons. Mais est-ce que la différence, tout simplement, vient du fait... Est-ce que pour vous, les seins d'une femme sont un organe sexuel ou pas ? Alors ça, c'est un vrai débat. C'est vrai que c'est souvent l'argument c'est pas un débat d'anatomie, on peut le repréciser, mais en revanche, c'est un débat sociétal. La représentation des seins, est-ce que c'est un organe sexuel ? Alors, pour beaucoup de personnes, oui. Mais en fait, quand on se penche un peu sur la question, on s'aperçoit que pas tant que ça, puisque dans plusieurs sociétés, plusieurs Rapprochez-vous bien du micro, Magali, allez-y. Puisque ailleurs qu'en France, dans d'autres pays, ça ne l'est pas. Donc si dans d'autres pays, les seins ne sont pas un organe sexuel, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de biologique, mais quelque chose de culturel. Donc on peut l'exhiber. Et pourtant, on est en France. Et vous, votre regard personnel là-dessus, c'est un organe sexuel ou pas ? Alors, avant de commencer ce documentaire, j'étais basiquement, c'est des seins. Les seins, c'est sexuel. Et je commence à changer d'avis, j'ai changé d'avis, et je me dis que finalement non, c'est peut-être pas plus sexuel qu'une oreille ou qu'une cheville, finalement. Alors qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis au cours du tournage de ce documentaire, de sa réalisation ? Quelle interlocutrice par exemple, ou alors quel témoignage ? En fait, j'ai parlé avec des filles d'Osons le féminisme. Ouais. Et qui sont passionnantes et qui ont beaucoup étudié ce genre de questions. Et c'est vrai qu'elles m'ont fait comprendre qu'en fait, tout est culturel. Oui, vous avez notamment Ursula dans votre documentaire qui vous donnait la parole, mais pourtant quand vous dites dans d'autres pays on fait moins attention, on est en France par exemple, la France c'était un des pays où à la plage vous voyez le plus, il y a plusieurs décennies en tout cas, de topless, on en voit de moins en moins, mais la France était beaucoup plus souple en termes de représentation des seins que le reste du monde à l'origine. Alors en fait tout est une question de contexte aussi. Quand on est en maillot de bain sur la plage et qu'on monte ses seins, ce n'est pas sexualisé. Alors quand on est dans la rue, évidemment, ça l'est plus, ou dans un lit, ça l'est effectivement. Donc c'est ça aussi. Il y a des questions de culture et des questions de contexte. Mais l'Institut IFOP a étudié la question de nos bras et en même temps la question des seins nus sur la plage. Et en fait, ils se sont aperçus que plus nos bras montaient, plus les seins nus descendaient. Enfin, c'est peut-être pas le terme que j'aurais dû dire, mais... C'est-à-dire, alors en ce moment, il y a de plus en plus de femmes qui ne portent plus de soutien-gorge et de moins en moins de femmes qui vont à la plage topless, tout simplement, comme on disait. Donc c'est deux tendances différentes. Gilles. Aux États-Unis, il y a eu des vrais soutiens de personnalités comme Rihanna. Oui. En France, il n'y a aucune personnalité qui soutient ce mouvement. Pas officiellement. Alors non officiellement, il y a qui serait plutôt... On
On a vu des actrices et des chanteuses ne pas porter de soutien-gorge à certaines occasions, mais dans mon souvenir, il n'y en a pas une qui s'est dit « Oh, je ne vais pas mettre de soutien-gorge et je le revendique ». Donc c'est pas un acte militant en France? Pas encore. Qui le fait pour militer en France aujourd'hui? Effectivement, c'est pas forcément un acte militant. C'est parfois, vous voyez, c'est un acte militant mais inconscient. En fait, c'est du militantisme sans le vouloir. Alors, ce que je vous propose, Jean-Marie, c'est d'écouter la bande-annonce de ce documentaire qui est diffusé ce soir, 23h05 sur Téva. Libérons les tétons, mercredi sur Téva. On m'a rabâché quand j'étais adolescente qu'il fallait porter un soutien-gorge. Au nom de quoi, en fait? Des femmes sautent le pas et mettent à mal les idées reçues. Le sein est tout à fait capable de s'assumer sans soutien-gorge. Je vous dis qu'elle n'a pas de soutien-gorge. Vous trouvez ça provoquant? Un petit peu. Un téton, c'est tout de suite sexuel et indécent. Mais peut-on se libérer du regard des autres et de notre propre image? Ça tient un peu moins bien, c'est pas très beau, quoi. Ce qui est difficile, c'est d'assumer le fait que sa poitrine, c'est plus cette jolie forme de demi-pomme. Donc il faut avoir ce courage-là. Donne-moi le soutien-gorge. Celui que j'ai là. Merci. Inédit, mes seins sans soutien, fini les armatures, mercredi à 23h sur Téva. Est-ce que vous êtes sans soutien-gorge ce matin? Alors, en fait, au début, j'avais pas mis de soutien-gorge parce que j'avais une chemise un peu ample. Et après, je me suis changée parce que j'avais chaud et j'ai mis un t-shirt. Et je me suis dit, oh, mais c'est moulant, ça va se voir. Et donc, j'ai mis un soutien-gorge. Et je le regrette parce que j'ai une armature qui remonte et c'est très désagréable. Mais c'était votre choix, c'est pas un homme qui vous a contraint. Parce que dans votre doc, il y a un peu ça, ce côté de l'homme qui contraint. Et moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi dans ce mouvement-là, l'homme est montré du doigt. Alors, en fait, ce n'est pas l'homme qui contraint. Il n'y a aucun homme qui dit, enfin, il y en a peut-être, mais aucun homme ne dit à sa femme, tu dois porter un soutien-gorge, sinon je divorce ou sinon je... Mais il faut savoir que les femmes ont intériorisé des injonctions. En fait, ce sont des injonctions qu'on a intériorisées, c'est-à-dire que personne ne nous le dit, mais on se le dit à nous-mêmes. Et bon, après, il suffit aussi parfois de sortir dans la rue sans soutien-gorge et de croiser des regards d'hommes pour être découragé. Donc, même si l'homme ne dit pas mets un soutien-gorge, le regard de l'homme parfois dit tu devrais en mettre un. Est-ce que vous en avez déjà fait l'expérience dans la rue? On a des témoignages innombrables de femmes sur les réseaux sociaux qui vous racontent les réflexions les plus vulgaires, parfois même les agressions qu'elles subissent. Ils n'ont pas besoin d'être avec un soutien-gorge pour se faire insulter, justement. Les femmes. Exactement, mais ceci dit, ça peut rendre la situation encore plus délicate pour certaines femmes dans certains quartiers ou dans certaines rues. Magali? Alors, effectivement, moi je me suis dit je vais essayer de ne pas porter le soutien-gorge pour voir si effectivement il y a ce regard et effectivement on sent. On sent des regards. Vous le sentez vraiment? Alors décrivez-le parce qu'on est à la radio, mais concrètement c'est quoi? Les hommes, quand vous ne portez pas de soutien-gorge, que vous marchez dans la rue, les hommes se retournent, vous regardez, ont les yeux qui baissent par exemple? Voilà, c'est effectivement... Et c'est systématique? Non, c'est pas systématique et c'est... Alors je dois avouer, en fait c'est une question de génération aussi. C'est une question de génération. J'ai l'impression que les hommes jeunes s'en foutent un peu. Par contre, les vieux regardent, si on le dit de manière triviale, les vieux vous regardent les seins quand vous n'avez pas de soutien-gorge. C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai remarqué une frontière à partir de 45-50 ans où là, tout de suite, une femme qui porte pas de soutien-gorge, c'est... Donc, vous voyez, les jeunes sont bien élevés. On leur a dit sur Sud Radio, c'est important de le dire aussi. C'est quoi, c'est un changement des mentalités? Oui, parce que de plus en plus de jeunes filles... C'est une tradition aussi. Oui. C'est une histoire d'éducation et de tradition. On peut aller sur plein d'autres thèmes où les vieux ne seront pas d'accord avec les jeunes. Heureusement, bien sûr. On peut parler du rap ou d'autres choses. Non, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est une réflexion qu'a fait Maya. Décidément, je parle beaucoup des collaboratrices de Sud Radio. Mais je me suis renseigné, étant donné que je ne porte pas de soutien-gorge. Et elle m'expliquait également que quand elle était enfant, le fait de mettre un soutien-gorge lui a permis d'être une femme adulte. C'est aussi un acte qu'on fait quand on devient femme. Elle m'a dit, je me suis senti une femme le premier quand j'étais enfant et que j'ai mis un soutien-gorge. Donc il y a aussi cette culture qui vient de la femme finalement. Magali, le mot de la fin. Alors effectivement, avant, porter un soutien-gorge c'était un peu un rituel de passage. C'était effectivement ton premier soutien-gorge, tu deviens une femme, ma fille. Et mais sauf que c'est pas le soutien-gorge qui fait la femme, donc ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Moi j'ai une fille de 11 ans qui veut absolument porter des brassières et j'essaie de lui expliquer que et qu'elle fasse ce qu'elle veut, en fait. Qu'elle fait ce qu'elle veut, voilà. Exactement. Et il y a un truc très important avec le no-bras, c'est qu'on ne veut pas qu'une injonction en remplace une autre. Donc il n'y a pas une police du no-bras.
Donc tout on le va monde fait pas ce qu'il veut. pousser les femmes à les enlever ou alors à les remettre. Voilà. Mesdames, faites ce que vous voulez, mais regardez Teva ce soir à 23h05 à Messin, sans soutien. C'est le documentaire de notre invité Magali Cirillo. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Merci. Réalisatrice, merci à vous Gilles Gansman. Oui, demain François Langlais. François Langlais, on va parler d'économie sur Sud Radio avec Christine Bouillot. Cette fois-ci dans l'invité média à 10h. Restez avec nous les amis parce que la journée continue sur Sud Radio. Parlons vrai chez Bourdin. Un seul numéro à composer. 0826 300 300. Jean-Jacques Bourdin vous accueille et c'est vous qui avez la parole sur Sud Radio. Aujourd'hui, l'invité de Jean-Jacques Bourdin, la première en tout cas, c'est Rachida Dati, la maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris. Est-ce qu'il y a une récupération politique dans l'affaire Lola? C'est un des sujets qui sera abordé. Vous nous appelez et Jean-Jacques Bourdin vous donne la parole. À tout de suite sur Sud Radio.